Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Une vie de liberté. Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens et investisseur. Auparavant chef d'entreprise, prisonnier d'une belle rat race, ce métro, boulot, dodo infernal, j'ai fait un burn-out en 2012 qui a tout remis en question. Je voulais changer de vie, pour tout simplement vivre, avoir du temps pour profiter de ma famille et de mes proches, voyager et faire au quotidien une activité riche de sens. Grâce à mes investissements, j'ai réussi à atteindre mon indépendance financière en 2018 et depuis 2019, je partage ma passion de la liberté tous les 15 jours sur ce podcast et dans tous mes contenus. Je parle beaucoup d'argent et d'investissement, mais aussi de développement personnel avec parfois une pointe de philo, de dépassement de soi et surtout de cette belle, chère et tendre liberté. Parce que même si l'argent est indispensable pour être libre dans ses poches, je suis convaincu que cette liberté ne vaut rien si l'on n'apprend pas d'abord à être libre dans sa tête. Et si d'aventure vous désirez aller plus loin avec moi, je vous propose des livres, des coachings ainsi que des programmes de formation en ligne pour vous permettre d'accélérer votre propre route vers la liberté. Et si vous voulez un avant-goût de tout ça, je vous ai même préparé une formation complète, gratuite, de plus d'1h20 qui s'appelle Les 4 piliers de l'indépendance financière et qui a été déjà téléchargée maintenant bien plus de 1000 fois. Elle réunit et elle explique tous les leviers que j'ai utilisés et que j'utilise encore pour vivre cette belle liberté au quotidien. Je vous invite vraiment à la télécharger. En plus, au moment où on enregistre ce podcast, on est en vacances, donc profitez, ou presque en tout cas, ou presque. On arrive au mois d'août, donc c'est un bon moment pour profiter de tout remettre à plat et se former, donc n'hésitez pas. Tout ça est disponible sur notre site www.abinvest.net ou alors en description de cet épisode. Et c'est à nouveau avec un grand plaisir que je vous retrouve derrière ce micro après une bonne semaine de vacances où j'étais aux USA à Miami. Je vais avoir le temps de vous raconter tout ça dans ce podcast. Donc, je reprends mes marques. J'ai déconnecté complet. Donc, ça fait du bien, mais on va se rattraper au conducteur de cette émission, justement, qui fait du bien. C'est la petite routine de départ. Je vais remercier tous les gens qui m'ont écrit suite au podcast de la dernière quinzaine sur YouTube. Donc, un grand merci à Jay, Marceau, Victor, Mathieu, Arcotech, Guillaume, David, Max et Olive. Merci à vous tous pour vos retours sur le précédent podcast qui a cartonné. On va en parler aussi. On est 5185 sur YouTube. Ça monte petit à petit. Mais par contre, on est toujours à 456 notes sur Apple Podcast. Alors, j'avais pas vu qu'on pouvait noter sur Spotify, je le savais, mais je savais pas qu'il y avait autant de gens qui m'avaient mis un commentaire 5 étoiles. On est à plus de 350 et quelques notes 5 étoiles sur Spotify. Donc, merci beaucoup à vous pour tout ça. N'hésitez pas, ça m'aide énormément à continuer de faire connaître le podcast. Ça prend 2 minutes, je sais que ça prend aussi du temps, il faut y aller, il faut se connecter sur Apple Podcast ou sur Spotify, mettre une petite note. Pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Et je vous rappelle que si vous voulez me contacter, le plus simple, c'est encore de le faire sur Insta. C'est là où je suis plus présent, c'est là où je partage le plus. C'est là où j'ai partagé mon super voyage aux USA sur mon seul et unique compte Une vie de liberté, où je racle la petite étoile bleue tous les mois pour éviter de vous faire pirater avec des faux trucs de trading. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. J'essaye en tout cas de partager du contenu le plus possible sur ce réseau. Donc je vous propose qu'on passe à la rubrique news. La première news, c'est que je suis de retour de mon voyage à Miami. C'était absolument fantastique. Habituellement, quand je pars en voyage, je suis toujours hyper content de partir et hyper content de rentrer. Et là, ça faisait vraiment longtemps que ça ne m'avait pas fait ça. Pourtant, on est parti 9 jours à Miami. On a fait quand même un beau voyage. J'étais très content de rentrer, forcément, de retrouver ma maison, mon coin que j'aime tant. Mais c'était presque trop court, quoi. J'en voulais encore. Voilà, surtout avec le contexte actuel. Mais on va parler de tout ça dans ce podcast. C'est un voyage qui m'a fait énormément de bien, qui était fantastique. Je vais vous raconter tout ça dans ce podcast, surtout qu'il y a eu des petites surprises. Vous avez vu la vignette, donc vous savez de quoi il en retourne. Mais voilà, on va profiter, je vais prendre le temps de vous raconter tout ça. Mais voilà, je suis reposé. Pour ceux qui me suivent sur YouTube et qui pas seulement sur les plateformes de podcast, j'ai chopé un petit teint hâlé. Je ne vous dis que ça. Avant, j'avais toujours le bronzage un peu agricole là, avec la marque du t-shirt sur les bras parce que voilà, bon, on a un coup le soleil, un coup pas le soleil. Mais là, j'ai pu bronzer intégralement. C'est incroyable. Le soleil de Floride, c'est quelque chose. Mais je vais prendre le temps de vous raconter ça dans ce podcast.
les gagnants du concours de livres. Ça y est, on y est. Donc, je faisais gagner le livre qui est derrière moi sur l'étagère, La technique du succès d'André Muller. C'est il y a un mois à peu près qu'on a lancé ce concours, puisque Dominique Gibert, la fille d'André Muller, que j'avais pu interviewer dans le podcast, m'a recontacté en me disant « On sort la technique du succès en version poche. On aimerait pouvoir republier cette interview sur votre chaîne, essayer de drainer du monde dessus et pourquoi pas faire gagner une dizaine de livres. » Donc, il y a eu 66 participants sur YouTube. Merci beaucoup à vous, c'est trop bien. Ça faisait une chance sur 7 de gagner. Donc, il y aura des déçus. Je suis navré, il y a 10 gagnants, donc il y a 56 déçus. En tout cas, merci à vous de cette participation. J'irai écrire un petit message sous la vidéo YouTube une fois que le podcast sera sorti pour prévenir tout le monde. Mais en tout cas, si vous l'écoutez, les 10 gagnants sont Konami 81, J Diaz 9502, Adri Potpot, Gwendoline Do, Joël Andrès, Lucien Brécheteau, Maxime Bermond, Michael Malaspina, Clément Massin et Gwendal Forgeron. Donc voilà, vous êtes les 10 à avoir gagné. Merci d'avoir participé. Vous allez recevoir le livre directement des éditions Guitry Daniel chez vous. Donc je vais prendre contact avec vous pour avoir votre adresse sous la vidéo YouTube. Il y en a que je connais bien, hein. Clément, il commente tous les podcasts, un fidèle auditeur. Gwendoline, c'est une participante de formation. Il y a des gens que j'arriverai facilement à retrouver. Pour ceux que je ne connais pas, n'hésitez pas, vous aussi, à prendre contact directement avec moi si vous ne voyez pas le commentaire sous la vidéo YouTube, si vous écoutez le podcast un peu plus tard, sur l'adresse de la boîte, hein, contact@abinvest.net. Vous l'avez aussi en description du podcast sur toutes les plateformes. Donc, n'hésitez pas à m'écrire pour me donner votre adresse physique, que je puisse vous faire envoyer le livre directement par les éditions Guitry Daniel. Et voilà, c'est super cool, je trouve. C'est une belle histoire, encore une fois, ce podcast avec Dominique Gibert, puisque c'est un livre, moi, qui m'a énormément aidé, qui a inspiré beaucoup de podcasts d'une vie de liberté. Donc franchement, c'est trop cool. Et puis voilà, que ça se solde par une dizaine de livres gagnés aux auditeurs. Je trouve que c'est trop bien. On continue les news. Les petites news sur les événements. Race and Business, notre mastermind karting, ça y est, c'est full, c'est complet, c'est tout vendu. Ça aura lieu du 23 au 25 octobre. Donc voilà, malheureusement, c'est complet. Par contre, il reste quelques places pour le mastermind moto des Gentlemen Investisseurs. Il nous reste encore 2 places. On part en Sardaigne du 22 au 28 septembre. Si vous êtes motard, que vous soyez motard confirmé, motard absolument débutant, si vous avez envie de vous entourer de gens qui vous inspirent, ou de gens en tout cas, ça fait très présomptueux de dire ça, mais si vous avez envie en tout cas de passer du temps avec des gens inspirants, je ne parle pas que de moi bien entendu, je parle de tous nos participants à ce mastermind. J'organise ces masterminds parce que c'est des événements qui ont changé ma vie, de pouvoir rencontrer des gens qui pensent comme moi, qui ont cette passion de l'investissement, qui ont envie de se dépasser, qui ont envie d'avancer. C'est hyper important pour moi aujourd'hui, c'est vital. J'y repensais encore quand j'étais à Miami, quand je marchais sur la plage. Mon mois de juin, c'était fantastique. J'ai pu faire le mastermind au surf avec tous les copains, le mastermind parapente avec Hello et avec encore plein de copains. Et c'est déjà le mois de juin, c'est mon mois préféré de l'année. Mais là, il y avait vraiment cette saveur, c'était incroyable de pouvoir passer ce temps-là entouré d'investisseurs. Ce mois de juin, c'était une petite parenthèse où je reviens booster avec des idées dans tous les sens. J'en ai encore eu plein, que ce soit pour des nouvelles idées de séminaires, des nouvelles idées de formation, des nouvelles idées de podcast, des nouvelles idées perso sur moi, comment continuer de développer mon patrimoine pour vous apporter encore plus. Bah, je trouve que c'est trop cool, quoi. Quand j'ai fait mon tout premier mastermind, c'était en septembre 2019, c'était avec le Club des Rentiers. J'étais loin de me douter à quel point ça me boosterait autant, ça me piquerait autant. Depuis cette époque-là, mon patrimoine a fait plus 50%, quasiment, surtout, sachant qu'à l'époque, il était moins mobile qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il est beaucoup plus boursier, donc ça va encore plus vite. À l'époque, il était très immobilier. Donc, c'est fou et je pensais pas atteindre ces niveaux-là. Et aujourd'hui, les niveaux que je vise, je ne pensais même pas en rêver avant. Et tout ça, c'est parce qu'il y a une saine émulation avec tout le monde. On réfléchit, on avance ensemble, on se motive, on cherche des idées. Et bref, c'est fantastique.
Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Si vous êtes débutant complet, vous passerez dans le groupe avec moi en moto. Je vous rassure, on ira doucement. Si vous êtes plus confirmé, vous irez avec Yann ou avec un autre de nos compères qui prendra le groupe des plus avancés. En tout cas, voilà. Franchement, je pense que ça vaut le coup. Il reste encore 2 places. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et le dernier mastermind dont je veux vous parler, c'est la parenthèse indépendance qui aura lieu du 9 au 11 octobre 2024. Il n'y a plus que 6 places pour cette parenthèse. Ce sera la dernière avant 1 an. La prochaine, elle sera en octobre 2025. Donc, si vous voulez venir pendant 3 jours avec Yann, avec moi, avec Ben, travailler sur vos investissements, chez Mamie, vous mettre au vert, je pense que ça vaut vraiment le coup. Encore une fois, c'est pareil, c'est la 7e édition de la parenthèse. Ça a été à chaque fois des moments absolument incroyables, que ce soit en émotion, que ce soit en intensité de travail. Pour nous, c'est un peu la colo boulot qu'on aime tellement. Donc voilà, si vous avez envie de venir sur un mastermind où on bosse, pour le coup, n'hésitez pas à nous rejoindre. On sera ravis d'être avec vous, de travailler. Vous avez tous les liens dans la description. Il reste encore 6 places. Ça approche, donc n'hésitez pas. Sinon, la prochaine fois, ça sera dans 1 an. Et puis, j'avais encore 2 petites choses à vous dire. Cet été, donc, je ne vais pas vous lâcher, finalement, puisque je suis revenu de Miami avec plein d'inspiration pour ce podcast. Et pour prendre un bon mois d'août, plein de repos, je vais enregistrer 2 prochains épisodes du podcast, donc celui qui va tomber mi-août et celui de fin août la semaine prochaine. Et ce sera 2 épisodes de Allô Tonton. Donc, au moment où vous écouterez ce podcast, si vous allez assez vite, vous pouvez me poser une question. Donc, n'hésitez pas à le faire pareil à l'adresse contact@abinvest.net. Si vous avez une question, si vous voulez que j'y réponde dans le podcast Allô Tonton, je le ferai. C'est des podcasts qui vous plaisent énormément. On va revenir sur le podcast de la dernière quinzaine. Pareil, ça vous a beaucoup plu. Donc moi, à chaque fois, ça me touche et ça me fait plaisir. Et j'ai déjà suffisamment de questions pour faire 2 épisodes, même si vous ne m'en envoyez pas plus d'ici là. Mais voilà, je peux faire des épisodes plus longs. C'est des épisodes qui me demandent moins de préparation. C'est toujours un plaisir pour moi. Donc, n'hésitez pas à me bombarder. Au moment où vous écoutez ce podcast, ça sera lundi. Allez, vous avez jusqu'à mercredi soir pour m'envoyer des questions, si vous voulez que je les traite dans les épisodes de cet été. Donc, franchement, n'hésitez pas. Et la dernière chose pour laquelle je veux vous remercier, c'est pour la grosse promo qu'on a fait du 26 au 28 juillet, où on a fait moins 25% sur absolument toutes les formations. Alors, au moment où j'enregistre, pour être parfaitement honnête, je ne sais pas si tu fais partie des gens qui nous ont fait confiance, mais en tout cas, j'en profite pour tous vous remercier, puisque au moment où vous écouterez ce podcast, la promotion sera terminée. Voilà. Merci beaucoup à vous pour tout ça. On n'en fait pas 50 par an. Moi, j'aime bien en faire une au mois de juillet pour permettre aux gens de se former pendant le mois d'août. Je sais que les vacances, c'est aussi des dépenses et qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les vacances pour se former. Je le fais parce que c'était mon cas. Hein. C'était mon moment préféré pour me former, les vacances du mois d'août. J'avais du temps libre, j'avais du temps au bord de la piscine, j'avais du temps où les enfants jouaient dans leur coin et où je pouvais me poser, faire un point, et où pour moi le boulot s'arrêtait 3 semaines. Je prenais toujours 3 semaines au mois d'août dans les travaux publics, à l'époque dans mon ancien boulot. Et voilà, si la première semaine me servait à décompresser et la dernière, je recommençais déjà à penser à la rentrée, au moins la semaine du milieu, j'avais ces petites îlots de tranquillité où je passais du temps à me former. Et ça fait toujours plaisir, une petite promo. Donc merci à vous tous. Et puis on en fait une pour le Black Friday en général. Donc ça fait 2 promos par an, c'est pas beaucoup. Et on fait rarement moins 25% comme ça a été le cas. Donc j'en profite pour vous remercier parce que je sais que j'ai déjà des gens au moment où je fais ce podcast qui m'écrivent en me disant « J'attends le week-end, Tony, pour prendre des formations nouveau départ, des formations DGI, des formations AB Invest. » Donc, merci à vous tous de votre confiance. Et je vous propose qu'on revienne sur le podcast de la dernière quinzaine. Et donc, c'était Allô Tonton numéro 7. Donc, j'ai eu beaucoup de retours, mais surtout des merci, des gens qui m'ont dit merci tonton, ça m'a beaucoup aidé. On va prendre juste un seul commentaire et après on prendra une question. Mais il y a une autre chose dont je veux vous parler, c'est que je pense que cet épisode a été mis en avant par l'algorithme. Je ne sais pas si c'est mon titre putaclic, changement politique, j'arrête d'investir, qui a fait ça. Sûrement, hein, je pense, entre nous, sûrement. Mais
Il a battu tous les records d'écoute des 10 derniers épisodes du podcast. Donc déjà, ça me fait très plaisir. Merci à vous. Et surtout, il a drainé plein de petits nouveaux sur le podcast. Donc, je suis très content de tout ça. Et bienvenue aux nouveaux sur la chaîne. Voilà, Une vie de liberté, ça fait déjà 5 ans que ça dure bientôt. Ça fera 5 ans au mois d'octobre. C'est toujours un grand plaisir d'être derrière ce micro de podcast. Je sais que c'est un format qui n'est pas forcément le plus accessible parce que je fais le retour sur le podcast de la semaine précédente. Je parle beaucoup de mon actu, de ce que je fais. Il y a des gens qui... j'ai eu... Alors aujourd'hui, je voulais même pas en parler, mais je modère les commentaires parce que j'ai encore parfois quelques commentaires qui sont négatifs, ça arrive, mais je les dégage, quoi, voilà, pour ne plus les voir. Et j'ai eu encore un commentaire cette semaine qui me dit oui, trop d'auto-promo, trop de publicité. Mais voilà, je vous ai jamais fait de pub pour des VPN, pour des placements de produits ou des choses comme ça. Ce podcast ne vit que pour une seule façon. Pourquoi j'arrête pas depuis 5 ans? Déjà parce que je suis indépendant financièrement et parce que je suis millionnaire et parce que j'ai du cash flow et des revenus passifs. Donc ça, c'est un premier truc qui est cool. Mais le deuxième, c'est aussi parce que les revenus que dégage ce podcast, c'est quand vous venez en séminaire, c'est quand vous venez en mastermind, c'est quand vous me promenez une formation. C'est aussi ça qui rémunère ce podcast. C'est la seule chose. Parce que c'est pas avec les 35 balles de monétisation YouTube que je fais tous les mois que ça va payer le reste, hein. On a rien qu'en facture de montage, les calculs sont pas bons, quoi. Voilà. Donc en gros, je ne vous bassine pas avec des placements de produits. Donc forcément que je parle de mes événements dans ce podcast. Et aujourd'hui, tous les podcasts sont chapitrés sur toutes les plateformes, que ce soit sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcasts. Donc pour les gens qui voudraient seulement aller au sujet du jour, c'est assez facile. Mais je sais que, en tout cas, moi, dans les podcasts que j'aime bien écouter, il y a des podcasteurs que j'aime bien et moi, j'écoute absolument tout. Donc, je fais de la même façon que je ferais pour moi. Et puis, j'aime bien donner toujours, encore une fois, la place à mes auditeurs. Donc, voilà, vous le savez pour les petits nouveaux. Merci à vous, merci d'avoir commenté le podcast. J'ai eu pas mal de messages de nouveaux, hein, quasiment une dizaine de gens qui m'ont écrit. Et en général, les gens qui commentent, ça représente 4 à 5% des écoutes seulement. Donc ça veut dire que sur ce podcast, il y a au moins un paquet de nouveaux, quoi, au moins une centaine peut-être, ou peut-être 200 nouveaux. Donc merci beaucoup à vous. On a un message de Victor qui me dit, justement un petit nouveau. Bonjour, c'est le premier podcast sur ta chaîne et le contenu est intéressant. C'est vraiment bien qu'il y ait des gens comme toi qui partagent leurs connaissances. Je t'avais vu passer sur le CDR il y a un moment, mais je n'ai jamais pris le temps jusque-là. Merci en tout cas, je vais profiter des congés pour en écouter d'autres. Donc voilà, merci à vous de votre confiance parce que, je vous le disais, je ne vais pas me répéter, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des écoutes comme ça. Et la plupart des gens qui ont commenté, c'était que des commentaires comme celui de Victor qui ont salué la valeur dans mes réponses. Donc ça me touche encore énormément parce que voilà, c'est tout ce qui donne de la légitimité à mon témoignage, à mes commentaires et à ma vision. Donc, merci beaucoup à vous. Et voilà, je sais, je le redis encore une fois, mais le format de mes podcasts, c'est pas le plus accessible, puisque avant de rentrer dans le sujet, il y en a pour 20 minutes. C'est un rendez-vous qu'on se fait ensemble, un rendez-vous où on se pose tous les 15 jours, on prend le temps de discuter ensemble. Bien sûr qu'il y a de la valeur dans ce podcast, elle est enrobée dans ma vie, dans mon discours, dans ce que je transmets, mais c'est comme ça que j'ai envie de mener ces épisodes, c'est comme ça que j'ai envie de mener ces podcasts. Donc voilà, et ça me touche en tout cas quand vous le voyez. Et c'est aussi ce qui permet de ne pas avoir trop de touristes, justement, parce que les touristes, ça les trille, on va dire. Et c'est ce qui permet aussi d'avoir cette communauté aussi engagée sur une vie de liberté. Je le redis encore, mais moi, à chaque fois, je trouve que c'est fou qu'on arrive à remplir chaque année 4 masterminds de voyage, 4 à 5 masterminds de voyage, des masterminds sur la division foncière, des masterminds nouveau départ avec Fab. Et ça, c'est possible parce que j'ai une communauté qui me fait énormément confiance. Donc, voilà, merci à vous. Et je pense que le format n'y est pas étranger. Elle permet aussi d'avoir des gens qui sont vraiment sensibles à mon message, à la façon dont je transmets les choses en tout cas. Donc voilà, donc comme on n'a que des réponses comme ça, déjà ça me touche, merci, mais j'ai pas grande matière à vous partager pour le retour sur le podcast de la dernière quinzaine. Donc je vous propose de prendre une question de Max qui m'a posé une question pour Allo Tonton. On n'en prendra qu'une cette semaine, donc on y va.
Max qui me dit « Allô tonton, je me lance dans une question qui, j'ose espérer, trouvera réponse cet été. J'ai 32 ans et j'ai l'impression d'arriver à un croisement de ma vie. Je ne suis pas loin d'avoir atteint les 5 000 € de cash flow par mois grâce à mes 16 lots, 3 immeubles. J'ai 100 000 € en bourse, 40 000 € d'épargne de sécurité sur mes comptes, livrets et 25 000 € de crypto. Mais malgré tout ça, je n'arrive pas à faire le grand saut et à quitter mon emploi. Le boulot est plutôt tranquille et assez bien payé. Je suis ingénieur informaticien, environ 3 000 € par mois. Je ne suis pas débordé et je ne croule pas sous les responsabilités. J'ai l'impression d'être dans une sorte de prison dorée. Je me demande comment tu as fait pour faire le grand saut. Était-ce uniquement à cause de ton burn-out, du management des équipes? J'ai peur d'avoir d'énormes regrets sur mon lit de mort si je n'essaye pas de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. PS, réponse à moi-même. Max fait la réponse. Lance-toi en parallèle de ton job, négocie un 80% pour essayer de commencer en douceur et minimiser le risque. Prends un coach PNL pour faire sauter tes peurs. Prends un coach business en ligne pour te faire accompagner, mais passe à l'action. Il est pas bête ton conseil, Max, mais moi, tu me poses la question sur moi. J'en étais à peu près à ton niveau. Hein. Quand j'ai quitté mon job, j'avais 26 lots. Dont mon immeuble de Saint-Étienne au milieu que je possédais à 3. Il y avait 9 lots, donc il y avait, on va dire, 3 lots à moi sur les 26 là-dedans, mais qui rapportaient pas grand-chose, parce que c'était pas un très très bon achat. J'avais plus que toi en bourse, par contre, mais j'avais moins en IMO sur le cash flow. J'avais plus que ça en crypto aussi, mais c'était à peu près du même acabit, parce que mon immobilier rapportait beaucoup moins, mais j'avais à peu près, on va dire, 4 000 € de cash flow surtout. À la différence de toi, je dirais, c'est que moi, j'ai quasiment toujours été entrepreneur. J'ai travaillé pour un patron environ 7 mois dans ma vie seulement. Et ensuite, je suis devenu entrepreneur de travaux publics. Je bossais en famille, mais bon, j'étais à mon compte. Et pour moi, l'entrepreneuriat a toujours été plus qu'un choix. C'est que c'était dans mes veines. J'étais pas du tout fait pour être salarié. J'étais pas du tout fait pour avoir un patron. Et j'étais pas du tout fait pour obéir à des ordres. C'est pas pour moi. J'y arrive pas. Mais j'ai absolument rien contre. Tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Donc la première question que je te poserais, c'est: est-ce que tu en as vraiment envie? Est-ce que tu sens que tu as ça dans le sang? Et est-ce que tu sens que pour toi, cette aventure entrepreneuriale, elle brûle en toi? Pour moi, il y a jamais eu de plan B, si tu veux. J'ai toujours su que le métro boulot dodo, c'était pas fait pour moi. Le travail de 9h à 5h dans un bureau, c'était pas fait pour moi. C'est ce que j'aimais par-dessus tout dans mon activité de travaux publics. C'est que même si les amplitudes horaires étaient énormes, j'étais pas enfermé dans un bureau toute la journée. Je pouvais prendre ma bagnole, je pouvais aller sur mes chantiers. Si je voulais un midi, je pouvais aller manger au restaurant, n'importe où. Je pouvais vraiment prendre du temps pour profiter. Si j'avais envie de couper mon téléphone 1 heure, me mettre dans un bar et travailler sur mon patrimoine, ce que je ne me suis pas du tout interdit de faire, si j'avais envie de faire une visite IMO, je pouvais le faire quand je voulais. Donc, c'est cette liberté que j'ai aimée dans ce travail-là, si tu veux. Mais le burn-out, ça a été une conséquence justement de ne pas m'écouter. Donc oui, moi, si ça peut te rassurer, comme toi, j'ai différé cette décision des années et des années. Quand je dis dans l'intro du podcast, j'ai atteint mon indépendance financière en 2018, en vrai, mon indépendance financière, je l'ai atteint en 2016. C'est que je l'ai pris en 2018. Mais pendant 2 ans, j'avais déjà 4 000 € de cash flow et c'était confortable parce que je prenais 4 000 € de paye au boulot, j'avais quasiment 2 500 balles d'indemnité kilométrique en plus mes 4 000 balles de cash flow. J'avais, à l'époque, je roulais en DS5 déjà payé, que j'avais payé 11 000 balles, tu vois. Donc vraiment, je rentrais plus de 10 000 balles par mois. Et je vivais, bon, tu me connais, hein, je réinvestissais tout ce que je gagnais, mais j'aurais pu continuer comme ça des années en me disant, dans cette prison dorée-là. Mais au fond de moi, c'était, j'ai envie de te dire, presque une question de vie ou de mort, quoi. Le feu sacré qui brûlait en moi, il était trop fort pour rester. Il y a un moment, il fallait que ça sorte, quoi, tu vois. Il fallait vraiment que je vive ma vie. Ça peut-être une comparaison qui est un peu hasardeuse, mais peut-être que tu as déjà été en couple dans ta vie et il y a un moment où tu sentais qu'avec la personne,
t'étais plus aligné, t'étais plus en phase, mais que t'osais pas lui dire. Et il y a un moment où ça explose, quoi. C'est juste plus possible et ça sort et tu quittes la personne. C'est exactement la même chose, tu vois. Mon amour, c'était mon boulot et à un moment, on n'était plus en phase et à un moment, ça a été trop et il a fallu que je parte, quoi, tout simplement. Donc, ce que je te conseillerais aujourd'hui, qu'est-ce que tu risques en vrai? Si tu as vraiment 5 000 € de cash flow, mon poulet, tu as 100 000 € en bourse, qu'est-ce qui peut arriver de grave? Là, tu fais une rupture conventionnelle, tu vas te prendre 18 mois de chômage. Si ça marche pas, tu retrouveras du taf d'ingénieur informaticien. Je veux dire, pour les gens motivés en France, là, je vais pas me faire des amis, hein, mais si tu as vraiment envie de bosser, la concurrence, elle n'est pas très rude, hein. On est quand même dans un pays vraiment d'assister, tu vois, où les aides sociales, elles sont là pour sauver tout le monde. On va te dire qu'il n'y a pas beaucoup de boulot, que c'est dur de trouver du travail. Si tu veux, t'en trouveras. Moi, j'en suis sûr et certain. Donc, quel risque tu prends vraiment, à part le risque d'essayer? Là, tu pars, tu peux même partir avec la sécurité des indemnités chômage si tu veux. Tu tentes ta chance. Et si au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, ça marche pas, tu reprendras un boulot. Regarde ma compagne Elodie, avec qui on a fait le podcast sur la décoration. Finalement, c'est un podcast sur Hello qui se lance dans l'entrepreneuriat. Et là, elle essaye. Pour l'instant, c'est encore chaud pour se payer, mais ça va de mieux en mieux. Et d'ailleurs, je vous remercie parce que suite au podcast, vous avez été hyper nombreux à lui faire confiance. Et ça me touche beaucoup. Et c'est trop bien. Et c'est top. Mais qu'est-ce qui va se passer de grave si jamais ça fonctionne pas? Elle m'en a déjà parlé. Au pire, elle prendra un boulot à mi-temps et puis elle fera la déco à mi-temps jusqu'à ce que ça fonctionne. Et tant que la personne est OK avec ça, le plus grand échec, c'est de pas essayer. C'est pas de ne pas y arriver. Et même si ça marchait pas, tu peux faire autre chose. Et même si ça marchait pas, tu aurais appris des choses et peut-être que finalement tu vas pivoter et que tu vas faire tout autre chose. Mais le plus grave, c'est justement de passer à côté. Donc, pour répondre à ta question, négocier un 80%, franchement, pourquoi pas? C'est une bonne solution. L'idée, c'est de savoir déjà si tu as vraiment envie d'entreprendre, quelle est ton idée, et faire quelque chose qui te passionne. Tu vois, aujourd'hui, moi, pourquoi ça marche une vie de liberté? Pourquoi ça marche les gentlemen investisseurs? Pourquoi ça marche Nouveau Départ? Pourquoi ça marche mes activités de marchand de biens? Pourquoi ça marche mon développement de patrimoine? Parce que je suis passionné. Je suis passionné. Ce que je fais au quotidien, c'est ma passion. Je peux pas te dire le contraire. Gérer de l'argent, développer du patrimoine, faire des podcasts qui parlent de ça, acheter des terrains, les revendre, gagner de l'argent, c'est ce qui me passionne le plus. Donc, j'ai jamais l'impression de travailler et j'adore ce que je fais. Donc, est-ce que ce dans quoi tu veux entreprendre, c'est aussi fort que ça? Tu vois, si ça brûle au fond de toi, tu auras déjà cette réponse. Donc, commencer en douceur, pourquoi pas, mais même négocier une rupture conventionnelle et commencer à plein temps, pourquoi pas aussi. Prendre un coach PNL, pourquoi pas? Franchement, viens nous rejoindre. Je vous en ai pas parlé au début du podcast, mais la prochaine session de coaching intensif Nouveau Départ, c'est les 20... je vais vous le regarder en même temps que je vous en parle. C'est au mois de novembre. C'est les 21 et 22 novembre de cette année. Donc, franchement, venez nous rejoindre. Je crois qu'il reste encore 3 ou 4 places. Ce coaching intensif Nouveau Départ, c'est juste fantastique à chaque fois ce qu'on arrive à faire. On fait plus que 2 sessions par an. La prochaine, elle aura lieu au mois de mai. C'est pas si ça peut t'aider. Je suis convaincu que ça t'aidera à venir chercher et trouver tes réponses pour justement faire sauter tes peurs. Et voilà, mais encore une fois, lance-toi. S'il y a une chose sur laquelle je te rejoins, c'est que sur ton lit de mort, oui, si tu l'as pas fait, tu auras des regrets. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Si tu savais, quand j'étais dans mon ancien boulot, ma plus grande peur, parce que je roulais beaucoup, j'étais beaucoup sur la route, je faisais 100 000 km par an, ma plus grande peur, les derniers mois, quand j'avais pris la décision de me lancer, c'était d'avoir un accident de la route et de mourir avant de l'avoir fait. Parce que, une fois, je crois que je vous en ai parlé sur ce podcast, mais un matin, en allant au boulot, j'ai glissé sur une plaque de verglas et ma voiture a fait quasiment un demi-tour sur l'autoroute. Je me suis fait une frayeur énorme. Je suis vraiment passé pas loin d'un accident qui aurait pu être extrêmement grave. Et ça m'avait un peu traumatisé de me dire, ça tient à peu de choses, on le sait que ça tient à peu de choses, mais surtout de me dire, j'ai été si près
de y arriver, de prendre mon indépendance et de la vivre, et je veux pas que ça s'arrête maintenant. Et je sais que c'est quelque chose qui me hantait dans mon esprit de me dire, mais si ça m'arrive maintenant, quel gâchis, quoi, quel dommage de pas avoir vécu cette indépendance à 200%. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai la vie et je l'ai même déjà dit dans ce podcast aussi, si jamais ma vie devait s'arrêter demain, bien sûr que là où je serais le plus triste, je crois, si je pouvais le réaliser, bien entendu, hein, ce qui me fait écraser par un camion et que je ne l'ai pas vu venir, je ne le saurais pas, mais c'est de ne pas pouvoir élever mes enfants jusqu'à leur majorité et m'assurer que ce sera des personnes autonomes qui pourront se débrouiller dans leur vie, quoi qu'il arrive. Je me rappelle qu'un jour, mon père m'a dit une de mes plus grandes fiertés, c'est de voir que tu es autonome, en fait, que j'ai fait un garçon autonome, j'ai fait quelqu'un qui n'a pas besoin de moi pour s'en sortir dans la vie. Et il me dit, ma retraite, elle a une bonne saveur parce que je sais que mon fils, quoi qu'il arrive, il se démerdera toujours. Je ne m'inquiète pas pour lui. Voilà. Et j'ai pas ce poids dans la tête. Et j'aurais peur pour mes enfants si je savais que ça serait fini. Mais pour le reste, vraiment, je vis tellement ma vie à 100% que j'ai pas de regrets, en fait. Et quand j'ai quelque chose que j'ai envie de faire, je le fais. J'attends pas 50 000 ans pour me lancer aujourd'hui. Donc, je peux que t'encourager à te lancer et à vivre ta vie à 100%, mon petit Max. Donc voilà, tu auras eu ta réponse avant les épisodes de Allô Tonton. Et j'en ai fini avec le retour sur le podcast de la dernière quinzaine et je vous propose de passer au podcast de cette quinzaine, mon voyage à Miami. Donc voilà, je vais être très heureux de vous raconter ce voyage. Vous allez voir, ça risque de partir un peu dans tous les sens. Je ne vais pas faire que seulement vous raconter mes vacances. Je vais essayer de vous apporter aussi, encore une fois, un maximum de valeur et de réflexion dans ce podcast, mais ça a été tellement riche que j'ai tellement de choses à vous partager. Et puis, après tout, un podcast où je vous raconte un petit peu mes vacances. On approche des vacances et on est en vacances, donc ça fera un podcast qui a un bel air de vacances. C'est dans l'air du temps, c'est dans le moment. Et voilà, donc j'ai vraiment adoré ce voyage que j'ai vécu à Miami. C'était fantastique. J'en ai tiré de belles leçons, finalement. J'ai l'impression de belles réflexions que je me suis faites et que je vais être ravi de partager avec vous. Donc déjà, pourquoi ce voyage ? Pourquoi je suis parti à Miami ? Quelle était la genèse de ce voyage ? Alors, j'y étais déjà allé en 2013, à l'époque où j'étais encore dans ma belle rat race de bon rat racer. Je crois qu'au moment où j'étais parti à Miami en 2013, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que je n'avais pas pris l'avion, en tout cas depuis 6 ou 7 ans, quelque chose comme ça, depuis que je vivais en Écosse. Donc, c'est un voyage que j'avais vraiment envie de faire. À l'époque, avec la série Dexter, je me rappelle que je suivais Dexter, ça se passait à Miami, et ça me fascinait, donc j'étais super content d'y aller. Et c'est un voyage que j'avais absolument adoré. Donc, j'étais pas contre y retourner. Et vous le savez, j'ai 2 enfants, 2 filles. Et ma grande fille partait à Washington cet été en voyage linguistique pour 3 semaines. Elle y est toujours au moment où j'enregistre ce podcast. Donc, je montais la déposer à Charles de Gaulle, à Paris. Et je me suis dit, c'est quand même dommage d'aller dans un aéroport quand on est passionné de voyage et de pas soi-même monter dans un avion. Donc, je me suis dit, faut fasse aussi un voyage. Et il y a 2 ans, j'avais fait Londres seulement avec ma grande fille, parce qu'à l'époque, la petite était plus petite, et elle était restée en vacances avec sa maman. Mais je me suis dit, j'avais adoré ce voyage tout seul avec ma grande fille. J'avais même fait un vlog que j'avais partagé sur la chaîne YouTube à l'époque. Et je me suis dit, ça sera au tour de la petite, la plus petite, la plus jeune, de faire une semaine de vacances toute seule avec son père. Et du coup, c'était à elle de choisir où elle voulais partir, où elle avait envie de partir en vacances. Moi, je lui avais... donc, elle savait pas trop au début. Elle osait pas trop me dire, surtout. Et je lui ai proposé l'Écosse parce que j'y ai vécu 1 an. Il y a maintenant... j'en suis parti en 2006, donc ça commence à faire 18 ans. Et j'avais adoré l'Écosse. J'avais vécu 1 an à Glasgow. Et je lui ai proposé Dubaï aussi parce que j'avais beaucoup aimé Dubaï en 2018 quand j'y étais allé. Et c'est un voyage qui est sympa à faire avec des enfants parce qu'il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Et en fait, le rêve de ma plus jeune fille, c'était d'aller à Miami. Et elle n'osait pas me le dire. Et puis à un moment, je lui ai dit, mais vas-y, dis-moi, où est-ce que tu as envie de partir ? Dis-le-moi. Elle me dit, mais papa, en fait, mon rêve, ça serait Miami. Je dis, c'est génial. Je rêve aussi d'y retourner.
Donc, on a décidé de partir à Miami tous les deux, d'organiser ce voyage-là. Et c'était fantastique parce que comme c'était le rêve de ma fille, elle avait préparé sur son ordi tout un PowerPoint avec tout ce qu'elle voulait voir. Donc, c'était un voyage où elle était vraiment très impliquée. Et c'est vraiment trop bien de pouvoir réaliser le rêve de son enfant. C'était vraiment génial. Donc, nous sommes partis à Miami. Départ tout de suite dans l'ambiance puisqu'on a voyagé on a volé avec la compagnie Virgin Atlantic. C'est la première fois que je prends cette compagnie. C'est une compagnie américaine. C'est celle du milliardaire Richard Branson. Et il y a une anecdote qui me fait toujours marrer justement avec Richard Branson parce qu'il est auteur de la célèbre citation. C'est quand on lui avait posé la question quelle est la meilleure façon de devenir millionnaire, et il avait dit pour devenir millionnaire, il suffit d'être milliardaire et de créer sa propre compagnie aérienne. Tellement c'est la ruine. Donc ça vous donne un peu le ton de ce que cette compagnie a dû lui coûter. Et j'ai plutôt bien voyagé, franchement, sur Virgin Atlantic. C'est une compagnie qui est d'ailleurs plutôt bien notée. Elle est dans les 10 meilleures compagnies du monde, a priori, de ce que j'ai pu lire. Et d'ailleurs, la cabine, c'était assez marrant sur Virgin Atlantic parce que il y a des LED de partout, des LED qui changent de couleur. Donc, un coup, c'est rose, un coup, c'est violet, un coup, c'est bleu. On est direct dans l'ambiance de Miami et des néons. Et comme c'est les USA, bien sûr, ils font que te donner à bouffer tout le temps. Donc, je me suis dit, il n'y a pas de doute, on est bien en route vers les États-Unis. Autant quand tu voyages au retour, on a voyagé avec Air France et tu as un petit verre d'eau, un café, un plateau repas et avant de descendre de l'avion, tu as une sorte de petit déjeuner. Là, avec Virgin Atlantic, le chariot ne fait que passer dans tous les sens. Donc, si tu as envie de te gaver de crackers, de barres de Mars, de trucs comme ça, tu peux le faire. Bon, bien entendu, je suis resté soft parce que on va à Miami quand même et je voulais pouvoir faire mon voyage sans trop souffrir de la chaleur. Donc voilà, je suis resté raisonnable. Mais voilà, c'était vraiment cool. C'était en tout cas rigolo de voir qu'on était dans l'ambiance des USA tout de suite. Et pour reparler de Miami, d'ailleurs, au-delà du rêve de ma fille, qu'est-ce que ça représente Miami pour moi? Parce que Miami, c'est rigolo, j'ai l'impression que Dubaï is the new Miami, quoi. En 2013, quand je suis parti à Miami, c'était la ville qui faisait rêver tout le monde. Et j'ai l'impression qu'elle a perdu complètement de sa superbe, en tout cas pas de sa superbe, mais de son attrait au profit de Dubaï. On entend que parler de Dubaï. Et j'ai l'impression qu'on assiste au retour en force de Miami ces derniers temps. Et pour moi, Miami, elle a jamais baissé dans mon cœur. Pour moi, ça représente tellement les États-Unis, vraiment le rêve américain. Si je dois reprendre dans l'ordre ce que Miami représente dans mon cœur, au départ, c'est une série de jeunesse que je regardais sur la 5 à l'époque, qui s'appelait Deux flics à Miami, hein, Miami Vice, où déjà je voyais les images de Miami, ça me faisait clairement rêver. Il y avait la série Magnum aussi. Alors Magnum, je sais plus si ça se passait à Los Angeles ou à Miami, mais en tout cas dans ma tête, c'était les palmiers, c'était la mer. Et vous me direz en commentaire, parce que je vais pas prendre le temps de revérifier dans le podcast où ça se passait, mais en tout cas, ça me faisait rêver avec la Ferrari, la chemise hawaïenne et la moustache. Donc j'étais dedans. Après, quand j'ai grandi, c'était Scarface, bien entendu. Où quand j'y suis allé en 2013, j'ai fait tous les halls d'hôtel où des scènes de Scarface avaient été tournées. Et puis après, en grandissant, les films vraiment de ma génération, les films cultes, c'est Bad Boys, où tous les Bad Boys se passent à Miami et où, voilà, ça me faisait rêver, quoi. D'ailleurs, il y a un de mes rêves qui me fait marrer à chaque fois, mais c'est que dans Bad Boys 1, Will Smith, il est en Porsche 911 Turbo, alors à l'époque c'est 993 qu'il a, si je dis pas de bêtises, et je crois que c'est dans Bad Boys 2 où il est en Ferrari, et rouler en daily en Ferrari, c'est un de mes rêves. Alors je sais pas quand est-ce que je le réaliserai, mais il est en 550 Maranello, et je me rappelle que si je rêve de ça, en tout cas, de pouvoir rouler dans une Ferrari en daily, c'est à cause de ce genre de film où il était à Miami. Enfin bref, c'était incroyable. Donc, il y avait aussi cette image-là dans ma tête. Après, je le disais en début de podcast, il y a la série Dexter que j'avais adorée, où Dexter, ça se passe à Miami. Et puis ensuite, il y a Little Havana, où je trouve ça fantastique. Miami, bien entendu, c'est aussi le lieu d'exil de Booba, où il est parti en 2006. Et j'avoue que ça m'a toujours fait rêver. À l'époque, il en parlait dans l'album West Side.
C'était en 2006, moi je vivais en Écosse, donc je vivais déjà dans un pays anglo-saxon. Ça avait encore plus de sens pour moi. Ou dans la chanson Au bout des rêves, il dit « J'ai jamais su ce qu'était mon rôle dans la vie à part être riche, avoir une piole à Miami Beach ». Et il le disait parce qu'il venait de l'apprendre, en fait. Il venait de s'exiler en 2006. Et j'avoue qu'avec tout ça, ça me faisait extrêmement rêver. Et d'ailleurs, la vie m'a fait un beau cadeau. Vous avez tous vu la miniature. Je sais que c'est ce que vous attendez tous dans ce podcast. Mais voilà, un petit moment, un peu de patience. Je vais vous en parler à la fin de ce cadeau incroyable que m'a fait la vie. On va parler de la loi de l'attraction parce que je trouve ça juste hallucinant. Mais voilà, et pour finir sur Miami, c'est aussi l'architecture art déco que j'affectionne particulièrement. J'en ai montré beaucoup pour ceux qui ont suivi mon voyage et mon aventure sur Insta, de cette belle architecture art déco qui fait vraiment penser à Scarface, tout simplement. Ces bâtiments qui ont été construits dans les fin des années 40, années 50, années 60, et qui sont aujourd'hui tous en train d'être rénovés pour garder cette âme de Miami qui est si particulière. C'est les néons, c'est tout ça, c'est juste magique. Et pour tous ceux qui m'ont pas suivi sur Insta, sur ce voyage, et c'est bien normal, je vous en veux pas, je produirai 2 ou 3 réels que je mettrai de mon voyage, et sur Instagram, et en short sur la chaîne YouTube, avec toutes les stories que j'ai fait. Faut que j'enregistre des petites voix off, mais je les mettrai pour garder un souvenir aussi pour moi, parce que c'était vraiment, vraiment très, très cool. Donc voilà, je vous ai dit que ça partirait dans tous les sens sur ce podcast. Je vais commencer par vous parler de tout ce qui m'a frappé quand je suis arrivé aux USA, tout ce qui m'a choqué. Et la première chose, c'est cher. C'est la première chose qui frappe, c'est au portefeuille. Et heureusement que j'ai du cash flow parce que putain que c'est cher. J'y étais déjà allé en 2013 et j'avais déjà trouvé que c'était cher en 2013. Alors Miami, faut resituer dans le contexte. C'est comme si vous alliez à Cannes ou à Saint-Tropez en France ou à Courchevel. On va dans les endroits qui sont quand même les plus chers. Mais en 2013, c'était déjà cher et là, j'y ai trouvé encore plus cher. Alors j'ai ma meilleure amie Aurélie qui vit aux USA et qui m'a confirmé que Miami, c'était un monde à part, ce que je vous disais, que le reste des États-Unis, c'est quand même beaucoup moins cher. Mais voilà, pour vous donner une idée d'un repas simple, à 2, avec un enfant, sans alcool, avec juste un plat, un dessert et un coca et un Perrier, c'est entre 50 et 70 $. Donc vous multipliez par 0,95, 0,9, mais grosso modo, c'est quasiment pareil en euros, quoi. C'est entre 45 et 65 €. Et surtout que les prix que vous voyez affichés dans les menus, le service n'est pas compris. C'est pas comme en France où c'est service compris. Donc en France, on laisse habituellement quelques euros de pourboire. Là-bas, c'est différent. C'est le mécanisme des tips. Je sais pas s'il y en a qui sont pas familiers avec ça, mais le pourboire, c'est une vraie institution aux États-Unis. C'est très important, ça fait partie de la note, il faut le donner, sinon ça peut être très très mal vu. Et vous rajoutez entre 15 à 20% de la note. C'est typiquement le service en France que vous ne payez pas, que vous payez pas. En France, il est inclus dans les prix, vous le voyez pas. Aux États-Unis, il faut le rajouter de soi-même. Donc c'est soit à rajouter en cash avec des billets, soit vous le payez par CB, vous pouvez le rajouter directement sur le TPE, et la plupart du temps d'ailleurs il y a même des suggestions sur le TPE, vous pouvez mettre 8%, 10%, 15%, 20%. Donc pour nous, culturellement, c'est très très bizarre, mais voilà, faut le voir comme quelque chose d'obligatoire. Si vous le mettez pas, ça paraît très très mal élevé. Ou ils peuvent penser que vous avez tout simplement oublié. Et si jamais vous n'avez pas été satisfait du service, la coutume, c'est justement de laisser juste $1 pour montrer que non, vous n'avez pas oublié, mais c'était tellement nul et vous êtes tellement gavé que vous avez juste mis $1. Donc, je le redis, mais je sais que pour nous, Français, ça fait très bizarre. Mais moi, dans ma tête, je le vois aussi comme un moyen de donner, de rémunérer pour les gens qui nous ont bien servi au resto. Et je trouve que ça représente bien ce côté très américain du give back, du donner pour recevoir, mettre quelque chose en plus de la note, même si, de fait, il faut le faire. Mais je me dis aussi que c'est de l'argent qui va me revenir d'une façon ou d'une autre. Et c'est vraiment rigolo parce que sur un des repas qui m'a coûté le plus cher, je crois, où on est allé dans un resto où effectivement c'était vraiment plus cher. Je crois qu'à 2, on s'en est sorti pour $110 avec le pourboire. Donc effectivement, ça tape.
Et je me suis dit, c'est de l'argent qui reviendra de toute façon. Et juste en sortant du resto, je regarde mes mails et je vois que j'ai parrainé quelqu'un sur Fortunéo, puisqu'il y a mon code de parrainage qui est toujours sur la formation ETF et la formation finance perso. Et j'ai gagné 100 balles. Donc je me suis dit, tu vois, c'est drôle, mais t'as bien fait de pas faire le radin et de balancer vraiment les $20 de pourboire de type qu'il fallait donner, parce que l'argent revient du coup. Et je trouve que ce mécanisme est super bien aussi parce que ça encourage forcément tous les serveurs à sourire et à donner du service. Et en tout cas, le service aux USA et en tout cas à Miami, il est incroyable. C'est très, très bon. C'est bien, bien, bien meilleur qu'en France. C'est sans commune mesure. On est très bien servi. Et voilà, en France, on n'aime pas trop ce mécanisme-là parce qu'on veut que les prix soient fixes, que tout le monde soit payé pareil, que le bon serveur soit payé autant que le mauvais serveur. Et alors que là, aux États-Unis, on a vraiment l'impression que c'est une façon de voter avec son argent, qu'on peut payer plus pour un bon service et payer juste $1 pour un mauvais service. C'est une façon d'exprimer sa gratitude ou son mécontentement. Et mettre 20% en plus de la note, on les met de toute façon en France. C'est juste qu'on ne le ressent pas de la même façon parce que les prix sont service compris, mais ils y sont déjà. Et moi, finalement, je vous le disais, je le vois comme une bonne action, comme de l'argent qui va aller dans le commerce et qui, de toute façon, nous reviendra d'une façon ou d'une autre, vraiment comme du give back. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, comme on parle de payer, sur Revolut, puisque chaque fois que je voyage à l'étranger, j'utilise ma carte Revolut. C'est génial parce que je peux l'alimenter en carte bancaire. Donc, avec ma carte bancaire, par exemple, de mon compte Boursorama, j'alimente mon compte Revolut et ensuite, je fais toutes mes dépenses avec Revolut. Ça permet de suivre son budget vacances d'une façon incroyable. Là, au début des vacances, j'ai viré 1 500 € sur ma carte Revolut. Dès qu'on paye, le paiement apparaît instantanément sur Revolut. C'est pas comme sur une banque classique où ça peut prendre 2-3 jours parfois. Le taux de change est meilleur, bien meilleur. Les frais sont nuls quand on paye à l'étranger. On peut payer dans la devise vraiment avec sa carte du pays où on est, donc directement payer en dollars. Et ça, c'est incroyable. En voyage, c'est de la bombe. Voilà, j'ai tout dit, un paiement suivi de dépenses instantanées, meilleur taux de change, aucun frais. Ce podcast n'est pas rémunéré. Et d'ailleurs, je me faisais la réflexion, si jamais dans la communauté, il y a quelqu'un qui travaille de près ou de loin chez Revolut, ça serait peut-être un des seuls sponsors que je pourrais accepter pour ce podcast parce que c'est quelque chose que j'utilise vraiment et que j'adore. Donc, je vous conseille vraiment de mettre Revolut quand vous voyagez à l'étranger pour suivre vos dépenses de vacances, pour les catégoriser, pour voir où vous en êtes et pour avoir le meilleur taux de change. Il y a absolument rien de mieux que Revolut. Donc voilà, la deuxième chose dont je voulais vous parler et qui m'a frappé aux USA, cette petite rubrique, je l'ai appelée « Pourquoi les États-Unis ne meurent jamais ?» Et c'est un pays qui a une résilience incroyable. C'est la deuxième chose qui m'a frappé. C'est que quand je suis allé à Miami en 2013, cette ville, elle se relevait tout juste de la crise des subprimes de 2018. C'est la ville qui a, aux États-Unis, le plus souffert de la crise des subprimes. Les prix ont chuté de plus de 50% en 2008. Il y avait beaucoup d'hôtels qui étaient abandonnés sur le front de mer, beaucoup de tours désertes, les condominiums, les gros appartes, il y avait des tours qui étaient désertes. Et aujourd'hui, donc 11 ans après, tout est plus beau, tout est plus grand, tout est encore plus construit et c'est fou. Et l'inspiration de cette ville, elle est partout. Quand je vois même dans ma campagne ces villas qu'on appelle californiennes, des villas au toit plat, je trouve l'architecture aussi très belle. C'est des villas que j'aime bien. Alors ça fait bizarre dans notre campagne quand elles sont au milieu de maisons avec des toits 4 pans ou des toits 2 pans d'avoir ces toits plats parfois. Mais l'inspiration, avant de venir de la Californie, elle vient quasiment de Miami. Et même d'ailleurs, les villas sur lesquelles j'ai investi avec Green Bull, d'ailleurs, où j'ai été remboursé et où j'ai fait 30% de plus-value, donc 15% de retour sur investissement annuel, c'était pas mal, c'était un bon placement. Ils ont appelé ça les Miami House, justement. Ces rénovations de marchands de biens qu'ils font, puisqu'ils font des villas dans le style de celle de Miami. Donc l'inspiration, elle est vraiment partout. Et en ce moment, justement, il y a un énorme programme de rénovation de tous les hôtels Art déco
Et c'est complètement fou. Il y a même l'hôtel Raleigh, où j'avais séjourné en 2013, qui était très connu pour sa piscine, qui était dans de nombreux films. Il est en totale rénovation. Et c'est entre le bonheur de voir qu'ils le sauvent et le mal au cœur, puisqu'ils ont gardé que la façade. Et il y a un confortement avec des poutres, en tout cas, enfin des contreventements de chaque côté pour pas que la façade s'écroule à cause du vent, mais ils n'ont gardé que la façade. Ils n'ont même pas gardé la piscine, ils vont la refaire à l'identique, mais c'est fou, c'est fou. Et il y a plein d'hôtels comme ça, le Delano, tous ces hôtels-là, ils sont en train d'être refaits les uns après les autres, et seulement les façades sont gardées. Voilà, c'est incroyable ces programmes de rénovation. Et il y a des travaux qui sont pharaoniques de partout, que ce soit des infrastructures autoroutières, des maisons, des villas, enfin j'ai envie de dire villas de stars parce que c'est ce qui me viendrait en premier à l'esprit, mais on voit des maisons sur la baie, des maisons qui doivent faire peut-être, je sais pas moi, 1500 mètres carrés, 2000 mètres carrés. L'oseille, elle est partout, c'est colossal, c'est pharaonique. J'ai jamais vu une concentration de maisons de luxe aussi grosse. Pourtant, je suis allé à Cannes, je suis allé à Nice. J'ai une maison sur la côte d'Azur, à côté de Toulon, entre Toulon et Bandol. Mais c'est pas comme ça, quoi. C'est juste pas comme ça. Là, c'est immense, c'est colossal, c'est dingue. Il y a une concentration de richesse qui est juste folle. Et il y a des gens qui m'ont dit, d'ailleurs, quand ils ont vu certaines de mes stories sur la plage, pourquoi il n'y a personne sur la plage? Mais en fait, les Américains n'aiment pas s'entasser, il faut se rendre compte. Pourtant, vous êtes déjà sûrement tous allés, beaucoup d'entre vous, à l'Atlantique où les plages sont immenses. Mais là, Miami Beach, c'est encore un cran au-dessus, quoi. La plage, elle est immense, donc on ne peut pas être entassé. Tout est à une échelle complètement folle. Je vous passe les pick-up américains. Mais voilà, le Dodge Ram qu'on a en France, c'est le plus petit modèle qu'on a là-bas. Même le Cybertruck que j'ai vu beaucoup aux États-Unis, c'est un petit pick-up par rapport à tous les pick-up qu'il y a là-bas. C'est complètement fou. Et voilà, on a du mal à se rendre compte de la taille. Donc encore une fois, pour l'inspiration, moi qui aime les belles voitures, je me suis aussi régalé à Miami. Le Urus, c'est un peu la Twingo du coin là-bas. Il y a des belles voitures partout. Et surtout, ce qui m'a frappé aussi, et qui est peut-être en relation avec l'augmentation des prix et tout le reste, c'est le peu de pauvreté que j'ai vu par rapport au Miami d'il y a 10 ans, quand j'étais venu, et pour être honnête, par rapport aussi à la France. Avant de partir, on a dormi à Louvre, juste à côté de l'aéroport de Charles de Gaulle, et le Airbnb était nickel. Par contre, j'étais pas informé sur le quartier, quoi, et je l'ai pas vraiment vu dans les commentaires. Waouh! Louvre, c'est chaud. Je pensais pas que le centre-ville est joli, mais à côté, c'est vraiment pourri, quoi. Il y a des quartiers qui font vraiment flipper avec des monceaux d'ordures de partout. Donc je dis pas qu'il n'y a pas de quartier comme ça aux États-Unis, mais le rapport m'a vraiment choqué. Au point que j'ai fait mes petites recherches là-bas sur le site de l'INSEE, et ça a conforté l'image que j'avais, en fait, hein, et le sentiment que j'avais. C'est que, d'après l'INSEE, en 2021, en France, on avait 9,1 millions de personnes qui vivaient sous le seuil de pauvreté. Et donc, on a un seuil de pauvreté en 2021 de 14,5%. Donc, ce seuil de pauvreté en France, il a diminué depuis les années 70, mais il est plus élevé qu'au milieu des années 2000. Au milieu des années 2000, on était autour de 11%. Et on est quand même pas mal classé en France, puisque sur l'Europe, en 2021, on est à 16,5% de taux de pauvreté. Et aux USA, en 2011, donc à peu près quand j'y suis allé, il était de 15%. Donc, à peu près le taux de pauvreté qu'on a en France aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que ça me paraissait plus pauvre. Mais aujourd'hui, aux États-Unis, en 2023, le taux de pauvreté, il est de 11,5%. Donc, comment on traduit ça ? Ça veut dire que la situation entre nos deux pays, elle s'est inversée en 10 ans. Voilà, les taux de pauvreté se sont inversés en 10 ans. Et j'ai trouvé ça complètement fou, puisque nous, en France, on nous bassine en nous disant que les États-Unis, c'est le pays des inégalités. Donc, alors, disclaimer, je suis pas en train de dire que les États-Unis, c'est un pays parfait. Je suis pas en train de dire que c'est le meilleur pays du monde. Je fais juste des constats. On va juste parler des chiffres, hein.
Et il y a des choses qui m'ont choqué, mais notamment ça, sur la pauvreté, où à Miami, j'avais vu beaucoup de pauvreté en 2013, et là, j'en ai vu très peu. Donc, je me suis dit, est-ce qu'ils l'ont déplacé? Pareil, j'en ai parlé à ma meilleure pote qui m'a dit qu'elle avait vu beaucoup de pauvreté quand elle était allée à Portland et à New York, mais sinon, elle vit à Columbus, et elle m'a dit, j'en vois pas beaucoup à Columbus. Donc, le sentiment se ressent bien. Et ça s'explique bien, puisque le PIB par habitant, il est 1,1 fois plus élevé aux États-Unis. Oui, vous avez bien entendu, le PIB par habitant est quasiment 2 fois plus élevé là-bas. Et du coup, c'est identique pour le revenu moyen par habitant. On gagne en moyenne 1,8 fois mieux sa vie aux États-Unis. Et je dis, tiens, ça me faisait rire parce que c'est le taux de charge sur les salaires en France. C'est 1,8 un salaire chargé. Pour 1 euro qu'on donne, on donne 80 centimes de charge. Donc voilà, par contre, aux États-Unis, ça demande d'être responsable et d'arrêter de prendre l'État pour sa daronne, bien entendu, parce qu'il faut s'occuper de soi. En couverture santé, il faut s'occuper de sa santé. Ça demande d'être plus cigale que fourmi, d'investir et de faire attention à ce qu'on fait de son argent. L'État est plus notre mère à venir à notre secours pour un oui ou pour un non. Mais par contre, on gagne bien plus. Et ça demande d'être responsable, tout simplement. Mais une autre chose qui l'explique, c'est que l'économie, je le disais, elle est énorme et elle est immense par rapport à la France. Si on le ramène au nombre d'habitants, si on le compare par rapport au nombre d'habitants, on a proportionnellement 1,75 fois plus de millionnaires aux États-Unis. Donc il y a quasiment 2 fois plus de millionnaires aux États-Unis qu'en France. Et tenez-vous bien, 3,4 fois plus de milliardaires. Donc c'est juste dingue. Et voilà, leur slogan à eux là-bas, c'est pas taxer les riches, c'est bienvenue les riches. Et finalement, cet argent, il ruisselle sur tout le monde et sur tout le reste de l'économie, même sans les taxer. Ils font travailler énormément de gens et tout le monde s'en sort mieux. Moi, j'étais surpris là-bas de voir que la classe moyenne elle vit bien mieux qu'en France. Alors bien sûr, tout n'est pas parfait, c'est ce que je vous disais, c'est pas le meilleur pays du monde. Et d'ailleurs, on y vit moins longtemps qu'en France. Et c'est pas seulement dû au système de santé, c'est surtout en raison de l'obésité, puisque là-bas, il y a énormément d'obésité aux États-Unis. C'est ce qui fait que l'espérance de vie est beaucoup plus basse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent de crise cardiaque et de toutes les maladies liées à l'obésité. Donc, je vous le disais, c'est pas le meilleur pays du monde, mais c'est vraiment loin d'être le pire. Et il faut le voir pour le comprendre en ce qui concerne l'économie aux États-Unis, mais il y a une telle profusion de richesses, c'est tellement grand, il y a une telle concentration de biens immobiliers de luxe que j'avais jamais vu de ma vie en fait. Et c'est la 7e ville du monde en termes d'immobilier, derrière des villes comme Londres, comme New York, comme Monaco. Donc c'est vous dire à quel point il y a de la richesse. Et d'ailleurs, pourquoi j'ai appelé cette petite rubrique « Les États-Unis ne meurent jamais ». Quand tu vas dans le bayou, puisque Miami, juste après, c'est le marais des Everglades, là où on peut aller voir les alligators. Tu vois à quel point c'est un véritable tour de force et à quel point l'environnement il est hostile. Parce que quand tu vas dans les Everglades, entre la chaleur, l'humidité, les moustiques de partout, les alligators, c'est un marais à la base. Et tu dis que c'est fou. Ils sont capables de construire ça dans cet environnement-là. Et tu dis qu'ils sont capables de faire de l'argent de partout. Et je vous en parlais encore, mais l'économie, elle est tellement grande, tellement colossale. Ils sont tellement nombreux, ils gagnent mieux leur vie, il y a plus d'argent. Quand tu fais un podcast, par exemple, et que tu commercialises des produits, tu touches tellement plus de gens, déjà parce que tu parles en anglais, déjà parce qu'il y a plus d'Américains. Et finalement, c'est la même échelle pour tous les business que tu peux démarrer. Tu touches plus de monde de par la langue, tu touches plus de monde de par le fait qu'il y a plus d'habitants dans le pays. Donc c'est fou. Et en fait, tu te rends compte qu'il faut venir dans ce pays pour se rendre compte de pourquoi il vaut mieux investir dans le S&P 500 plutôt que dans le CAC 40. Et je dis pas que notre pays il est nul, j'adore notre pays. Je fais vraiment la différence entre la France, les Français, l'histoire de France et les gens lamentables qui nous gouvernent et le spectacle qu'ils nous donnent. Donc j'aime mon pays. J'aime son histoire, j'aime sa culture, j'aime ses paysages. Voilà. Mais c'est un tout petit pays. C'est un tout petit pays, c'est une toute petite économie. Et on se rend compte vraiment quand on va aux États-Unis pourquoi c'est là-bas que ça se passe quelque part, en tout cas en termes d'investissement. Et je comprends encore une fois de plus pourquoi j'investis dans le S&P 500. C'est parce que
les États-Unis se relèvent toujours. Il y a vraiment quelque chose de très agréable aussi qu'on n'a pas en France, c'est cette mentalité de battants, cet amour de leur pays, cet amour de leur drapeau, et peu importe l'origine de laquelle les Américains viennent, ils sont tous unis derrière cette nation, derrière ce drapeau. On sent qu'il y a vraiment un amour pour leur pays et cette mentalité du contraire de l'assistanat, en fait, de se dépasser, de la liberté avant tout, cette culture de la propriété individuelle. C'est ça qui est fou, en fait. Vous le remarquerez, mais tous les pays développés du monde, tous les pays où il est possible de développer une activité, où il est possible de croître et de vivre heureux, c'est tous les pays où la propriété individuelle est respectée, où quand tu achètes un terrain, c'est chez toi et où on ne peut pas venir te le prendre. Tous les pays où on peut venir te prendre ton terrain, que ce soit en t'intimidant par les armes ou alors parce que l'État c'est une dictature et qu'ils peuvent disposer de tes biens, c'est tous des pays où tu vas pas investir, tu vas pas te développer parce que tu as peur qu'on puisse venir te le prendre. Et pourquoi aujourd'hui en France, on a aussi peur de l'avenir? C'est parce qu'on a un petit mouvement sous-jacent de communisme, faut le dire, où on essaye de nationaliser des biens privés et donc par l'impôt. On va pas physiquement te dire ton compte en banque m'appartient, mais on va tellement t'imposer que on te vole d'une certaine façon, on te prend ton argent. Et cette mentalité-là, elle est compliquée. Et aux États-Unis, elle n'existe pas, en fait, cette mentalité-là. Même chez les démocrates, qui pourraient être, on va dire, le plus à gauche de ce qu'on pourrait avoir, aux États-Unis, c'est pas cette mentalité-là non plus. Donc, je trouve que c'est fantastique, cet amour qu'ils ont du respect de la propriété individuelle. Ce qui est à toi est à toi, ce qui est à moi est à moi. Et on ne se prend pas ça, on le respecte et c'est ce qui permet aussi de construire, d'investir des capitaux parce qu'on a la sécurité et la sûreté que ça continuera de nous appartenir. Donc, j'ai trouvé ça beau, en tout cas ce sentiment-là, et qui te permet aussi de te dire que les États-Unis se relèvent toujours. Et d'ailleurs, c'était très symbolique parce que quand j'y étais, il y a eu la tentative d'assassinat sur Trump. Et on a vu aussi que les États-Unis étaient, que les gens soient pro-Trump ou anti-Trump, mais tous derrière ce que représente une élection, ce que représente un président et ce que représente le pays. Et j'ai trouvé ça assez beau, c'était très fort symboliquement. Et il y a cette phrase de Warren Buffett qui est très célèbre, qui dit « Ne pariez jamais contre les États-Unis ». Et d'ailleurs, c'est très rigolo parce que je suis passé devant une agence immobilière Berkshire Hathaway, donc la société de Warren Buffett, et j'ai fait une petite photo que j'ai mise sur Instagram. Et voilà, tout ce que ça représente, je trouve que c'est bien résumé dans cette phrase de Warren Buffett. Ne pariez jamais contre les États-Unis. Et quand on est là-bas, on n'a pas envie de parier contre eux. C'est sûr. Sinon, dans les choses marrantes de mes vacances que je voulais vous partager, la première, c'est que c'est très compliqué de manger propre. Je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'Américains qui meurent de l'obésité. Il y a énormément d'aliments transformés partout. C'est dans les supermarchés, c'est à profusion des couleurs, mais pour trouver un légume, c'est très très compliqué. Et c'est encore un pays de contraste entre à Miami, surtout le culte du corps parfait, donc avec des gens qui prennent des stéroïdes ou des thérapies de remplacement de la testostérone à 40 ans, des mecs de 50 qui en paraissent 35 avec des corps incroyables, hyper bodybuildés, et à côté des gens qui sont malheureusement carrément en obésité morbide. Donc malheureusement, il y a tout ça à Miami, et au final, c'est à toi de choisir ton camp et de faire attention parce que la malbouffe, elle est partout, les tentations, elles sont partout, donc faut faire super attention. Et je vois que nous, on a réussi à faire beaucoup de sport, puisque par contre, comme je le disais, c'est le pays des contrastes. Il y a des infrastructures sportives de plein air absolument partout à Miami. Il y a des vélos qui sont très très peu chers, un peu sur le principe des Vélib à Paris. Ils ont mis ça en place en 2011, donc ça fait très longtemps que ça existe. Et c'est très agréable. On peut prendre un vélo pour se déplacer, aller d'un point A à un point B. C'est hyper bien fait. C'est assez fou. Donc, le plus dur, c'est pour manger propre. Mais par contre, si on veut faire du sport, il y a plein de choses. Et je le disais, nous, en raison de la chaleur, parce qu'il fait quand même très très chaud, on a finalement mangé assez peu.
Mais si tu restes dans l'environnement climatisé, des malls et des fast-food, bah voilà, ça peut mal finir. Il faut faire très attention parce que la malbouffe est partout. Mais on en revient encore et toujours à la responsabilité. En fait, c'est à toi de choisir quelle vie tu veux mener. L'État n'est pas là pour te sauver, l'État n'est pas ta daronne, et c'est en ça que c'est vraiment le pays de la liberté, pour le coup. La deuxième chose marrante de mes vacances, c'est les animaux sauvages. Parce que le bayou, alors le bayou c'est plutôt la Louisiane, mais les Everglades, les marais derrière Miami, c'est incroyable. J'ai publié une story où on a pris une petite route où on peut voir des alligators, et je me suis arrêté pour assouvir un besoin naturel, et il y a un alligator qui venait vers moi, qui devait faire au moins 2 mètres de long. Donc, ils sont pas réputés pour attaquer les humains, a priori. C'est pas les crocodiles qui, eux, attaquent les humains. Mais j'ai pas voulu tester. Et voilà, je me suis retenu d'arriver au Airbnb et je suis remonté dans la voiture. Donc, pour ceux qui ont vu la story, vous verrez de quoi je parle. Je le remettrai dans des shorts. Mais sinon, j'ai vu aussi des lamantins. Et j'ai vu des lamantins dans la baie de Miami, dans la marina. C'est incroyable, ça doit faire 500 kilos, c'est énorme. J'ai vu des dauphins aussi au loin, et j'ai vu, figurez-vous, des requins sur la plage. Oui, sur la plage. Donc des bébés requins, je pense, hein, parce que il devait faire 70 centimètres. Il y en avait 2 qui nageaient côte à côte. Mais pour le coup, c'était vraiment des requins sur la plage de Miami, au milieu des gens. Donc, il y a beaucoup d'animaux sauvages à Miami, et faut quand même faire attention. C'est assez impressionnant. J'ai vu aussi pas mal de petits écureuils. J'ai vu des ratons laveurs pour la première fois de ma vie, sauvages, en liberté, dans les rues. Donc, c'était assez rigolo. Un autre truc trop marrant que j'ai fait, c'est que je suis allé à Topgolf. Ça, c'était une des envies de ma fille, d'aller à Topgolf. Pour vous imaginer, c'est comme de vous faire un soir au bowling en famille, sauf que là, c'est pas du bowling, c'est du golf, mais du golf en plein air. Et pour vous imaginer ça, les infrastructures sont pharaoniques. Pharaoniques, c'est que c'est rien de le dire. Et dire qu'à Miami, il y en a 2 Topgolf comme ça, c'est complètement fou. Ça fait 20 baies où vous pouvez golfer, donc qui sont côte à côte. Et ça sur 3 niveaux. Un rez-de-chaussée, un niveau intermédiaire et un niveau supérieur. Et là, vous golfez, vous avez les trous qui sont... Il y en a qui sont peut-être à 30 mètres et d'autres qui sont quasiment à 200 mètres. Et là, vous avez tous les clubs à disposition, des clubs pour garçons, des clubs pour filles. Et ça fait des petits jeux comme au bowling. Vous pouvez jouer à Angry Birds ou à mettre des points et à viser les trous. C'est très ludique, c'est super bien fait, c'est incroyable. Et je ne sais pas comment vous le dire, mais vous le verrez pour ceux qui ont vu les stories sur Insta, ou vous taperez Topgolf sur YouTube, les infrastructures c'est juste pharaonique. J'ai rien vu de tel. Nous, en France, on a un peu de golf, mais voilà, on golf, on envoie la balle, elle tape contre un écran. On a un peu ça. Là, non, la balle part vraiment bien à 200 mètres dans un environnement. Puis il y a un gars qui a un petit véhicule et qui ramasse toutes les balles au sol. Donc, c'est juste incroyable. Donc ça, c'était vraiment, vraiment fantastique. Et la dernière chose que dans les choses rigolotes que je voulais vous raconter, c'est encore une fois le sens du business. Je l'ai vu sur notre Airbnb, qui était juste de la folie, avec toutes les petites attentions qu'on peut imaginer. On avait des serviettes de plage, on avait les petites sous-serviettes qu'on met pour s'installer sur la plage, des petits sacs de plage, des petits top bags, les petits savons, les petits cafés, un lit d'appoint, un deuxième lit, une déco magnifique, tout était au top du top. Pareil pour le check-out, tu n'as absolument rien à faire. Tu claques juste la porte, ils s'occupent de sortir la poubelle, ils s'occupent d'enlever les draps. Ils ont vraiment le sens du service. Et pareil, ils sont aux petits soins. Il y avait la salle de sport, il y avait la piscine, enfin il y avait vraiment tout. J'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment exceptionnel. Il y a une autre expérience importante de mon séjour que je veux vous partager, c'est que je suis allé à l'église aux USA. Et j'y suis allé sur une suggestion de mon pote Thibaut de Bye Bye Patron, qui m'avait dit, lors de son voyage au Texas, sur un coup de tête, il a assisté à une messe et il m'a dit, écoute, vas-y parce que c'est vraiment incroyable. Alors en général, je vous parle peu de religion dans ce podcast parce que c'est personnel, mais c'était tellement une belle expérience que j'ai envie de vous la raconter. Et
c'est tellement différent de la France. Alors déjà parce que je suis allé dans la plus grosse église catholique de Miami Beach et que Miami Beach, c'est très riche et que l'église, il y avait des moyens impressionnants. Alors c'est une architecture moderne, c'est pas une architecture ancienne comme quand vous visitez des églises anciennes de chez nous. L'église en elle-même, elle est très grande, elle est très belle, mais il n'y a rien d'ostentatoire dans les matériaux. Mais par contre, sur les moyens de la messe, c'était complètement ouf. Il y avait des chants épiques, limite sur des musiques épiques. On était presque dans un Avengers. Mais je plaisante, mais en tout cas, il y avait de l'orgue, de la harpe, et il y avait 2 chanteurs absolument incroyables, des chanteurs lyriques qui étaient incroyables. Et au-delà même de la religion, les chants étaient vraiment très, très émouvants. Et voilà, donc j'ai pu assister à la messe. Et c'est trop bien d'ailleurs d'aller dans un pays où on comprend très très bien la langue, parce que je parle pas beaucoup de langues. Je suis nul en espagnol, j'ai fait un peu d'allemand, je suis pas très très bon. C'est le moins qu'on puisse dire. Et la seule langue que je parle et que je comprends très bien, c'est l'anglais. Et c'était trop bien parce que justement, j'ai tout compris. Et on a eu un prêche de la part du prêtre qui était finalement plus proche du dev perso que de la religion, à mon sens. Et j'ai beaucoup aimé, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu vous en parler dans ce podcast. Et il a eu un discours incroyable sur le fait que vous seul décidez de ce que vous voulez faire de votre vie et du sens que vous voulez lui donner. Et donc, il nous a lu un passage de l'Évangile selon Marc, où il y a Jésus qui envoie ses 12 disciples en mission pour leur donner des instructions précises sur la manière dont ils doivent se préparer pour leur voyage. Et il leur ordonne de prendre pour le chemin ni or, ni argent, ni sac, seulement une seule tunique et seulement un bâton. Et ce que j'ai aimé dans ce passage, en fait, c'est que au-delà de l'aspect religieux de la chose, où bien sûr le message de la Bible, c'est de te dire quelque part, mets-toi en mouvement, aide-toi et le ciel t'aidera, ne t'embarrasse pas des possessions matérielles, fais confiance en la vie, Dieu est là pour toi, c'est ce que voudrait dire ce message-là, en tout cas de ce que je comprends. Mais au-delà de ça, le prêtre, il a ajouté un message vraiment dev perso, et c'est pour ça que j'ai voulu le partager avec vous. Vous le savez, sur une vie de liberté, le but, c'est pas d'être dogmatique et de parler de religion, mais je trouvais justement que ça allait bien au-delà de la religion, et que le prêtre, il nous a dit qu'en fait, parfois dans la vie, on passe du temps à se préparer, on passe du temps à espérer les choses, on passe du temps à espérer qu'elles se déroulent d'une certaine façon, à essayer d'entrevoir tout ce qui pourrait se passer. Et parfois, il faut juste arrêter de s'encombrer l'esprit et tout simplement se mettre dans l'action, et que la vie, quoi qu'il arrive, de toute façon, elle nous amènera des imprévus. Donc, peut-être que l'image du fait de dire « ne prends que ce bâton », c'est finalement d'avoir confiance en soi, c'est de se faire confiance, parce qu'on va pouvoir s'appuyer sur soi, on va pouvoir s'appuyer sur ce qu'on a créé, mais que des fois, on n'a juste pas besoin de plus que ça dans la vie, que parfois il faut y aller, il faut juste se lancer, se faire confiance, et puis faire confiance à soi face à l'imprévu, et qu'on a besoin que d'un bâton, de s'appuyer sur ce bâton, sur sa confiance, pour vivre les choses pleinement, et puis tout simplement vivre l'instant présent. Et c'est ce que j'ai aimé par-dessus tout dans ce prêche, en fait, c'est que au-delà de l'aspect religieux, il y avait vraiment cet aspect développement personnel qui a pris une grosse part finalement de cette messe, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Et il y a même une deuxième histoire que je vais vous raconter, où c'était aussi la même chose, partir d'une histoire religieuse, mais pour donner un aspect, pour le coup, vraiment dev perso, qu'il a raconté, c'est l'histoire de la statue de Jésus sans main. Et il nous explique que pendant la guerre, il y a eu un village qui a été lourdement bombardé, l'église a été détruite, la statue de Jésus a été détruite, et après le bombardement, les villageois ont voulu restaurer la statue endommagée, et malgré leurs efforts, ils ont réussi à toute la reconstruire, sauf retrouver les mains de la statue. Et il y a des soldats qui ont proposé de fabriquer des nouvelles mains pour la statue, mais le prêtre du village, il a décidé de laisser la statue telle qu'elle, sans les mains, et il a expliqué finalement que cette absence de mains, c'était un symbole vraiment puissant, et que les mains de Jésus, finalement, c'est en réalité les mains de chaque personne de la communauté, et que c'est à nous de faire le bien, d'aider les autres, et de continuer l'œuvre de Jésus de nos propres mains. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il nous a raconté cette histoire, et qu'encore une fois,
au-delà de la religion, le prêtre nous a fait un prêche de dev perso. En fait, il a fait du tonton mindset, il a fait une vie de liberté. Et il nous disait vraiment que cette histoire, elle doit nous inspirer à savoir ce qu'on veut faire de nos propres mains. Et que finalement, ça allait même pratiquement dans la loi de l'attraction. Et vous allez voir, tout à l'heure, on y vient. On va en parler de la loi de l'attraction. Mais que, tout simplement, qu'on croit en la religion, même en l'univers, en fait. On peut tout simplement décider de croire en l'univers, en ce qui nous envoie, et de dire que, en fait, finalement, tout est là, et en pensant fort à tout ça, en dirigeant nos actions dessus, on va réussir à l'attirer à nous. Alors, on y croit, on n'y croit pas. Moi, je décide d'y croire à la loi de l'attraction. Et d'ailleurs, ça va, hein, je me suis pas trop mal démerdé. La vie m'a plutôt gâté à force d'y croire, donc je continue d'y croire. Mais de se dire que peut-être le pouvoir de Dieu ou de l'univers, appelez-le comme vous voulez, s'il est partout, il est aussi quelque part dans nos mains. Et que donc, en fait, dans chacune de nos actions, on peut décider ce qu'on veut faire de bien avec nos mains. Et le prêtre, lui, nous prenait l'exemple d'une dame qui jouait de la guitare pour des enfants malades, de quelqu'un qui va construire des maisons avec ses mains. Et que quelque part, chacun à notre façon, chacun avec notre rôle, chacun avec nos moyens, on peut décider de faire des choses bien avec nos mains ou de décider de faire des mauvaises choses. Et encore une fois, c'est à nous de nous poser la question chaque fois qu'on va faire une action, chaque fois qu'on va faire quelque chose avec nos mains, dans quel sens on se dirige en fait. Et qu'est-ce qu'on décide de faire? Est-ce que je fais quelque chose qui me rapproche de mes objectifs ou est-ce que je fais quelque chose qui m'en éloigne? Et j'ai trouvé ça super beau. Donc, super expérience. Et pareil, il y a un moment où, à la messe, on partage, en fait, où on serre la main des gens qui sont autour de nous. Et c'est la première fois où j'ai eu un vrai partage avec des Américains, au-delà de rentrer dans des restaurants ou dans des hôtels pour discuter avec des gens, mais vraiment de serrer la main dans une sorte de moment de communion avec des gens. Et j'ai trouvé que c'était un super moment de partage, c'était super bien. Voilà. Donc j'avais envie de partager ça avec vous. C'était un moment vraiment assez incroyable. Et encore une fois, ça remontre cette mentalité américaine où je sais que parfois, on a cette image de la messe où c'est chiant et c'est une corvée pour tout le monde. Et là, c'était plus proche du dev perso que d'une messe. Donc c'était un moment incroyable. Et le moment que vous attendez tous dans ce voyage, j'ai rencontré Booba. Si c'est pas incroyable ça. Moi, un putain de fan de rap depuis des années et des années. Et dans ce podcast, je voulais prouver je sais pas combien de fois, que ce soit en faisant le générique des Gentlemen Investisseurs, en sortant des bouts de morceaux avec mon pote Anom sur Instagram, en faisant des podcasts avec mon pote Thibaut avec Bye Bye Patron, où on faisait des punchlines de rap et même en terminant les podcasts par un rap. Booba, c'est mon artiste rap préféré, de toute façon, depuis des années et des années. Et j'ai eu la chance de le rencontrer à Miami. C'est complètement fou, mais je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Donc ma fille, depuis le début du séjour, parce qu'elle aime aussi bien Booba, elle me dit « Tu crois qu'on verra Booba, papa? Tu crois qu'on verra Booba ?» Avec toute la candeur d'un adolescent, enfin d'une adolescente de 14 ans, enfin de 13 ans, de me dire « Est-ce que tu penses qu'on le verra ?» Et moi, je sais qu'il était au festival aux Ardentes en Belgique. Je venais de le voir en story. Donc, ça me paraissait quand même compliqué. Les Ardentes, ça finissait le 14 juillet. Et j'ai finalement rencontré Booba le 17. Donc, je lui dis, tu sais, ma chérie, il est en festival en Belgique. Je ne sais pas s'il sera rentré. Donc, voilà. Mais par contre, je lui ai dit, c'est pas impossible. Miami, il y a 80 000 habitants. C'est grand. C'est très, très grand. Miami Beach, c'est aussi très, très grand. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Ça peut arriver. Sans trop y croire, mais je lui ai pas dit non en tout cas. Mais je lui ai dit ça peut arriver. Et donc cette fameuse journée du 17 juillet, on devait aller faire du airboat. Donc le airboat, c'est l'hydroglisseur pour aller voir les alligators dans les Everglades. Et on était en retard du départ. Donc réveil avec 30 minutes de retard. On a fait un faux départ pour aller chercher la voiture. Et on devait prendre le petit déjeuner là-bas. Et ma fille avait faim, donc au dernier moment, avant de sortir de Miami Beach, je fais une bifurcation parce qu'elle avait faim pour aller prendre un petit déj. Elle trouve sur Google un petit resto à côté. Et j'attendais au feu et le feu était super long. Et donc je fais demi-tour au feu pour aller me garer sur le parking juste à côté. Donc vraiment, que des trucs improbables. Et je vais sur un parking qui en plus était complet. Donc je fais 2-3 fois le tour, j'attends un peu. Et finalement, là, je vois quelqu'un qui marche, qui se dirige vers sa voiture et qui me laisse une place de parking.
Donc, je me gare à la place de cette personne sur le parking à côté d'un Lamborghini Urus vert pomme sur une place qui est toute petite. Et je me dis, purée, quand je vais descendre, donc j'avais loué une Ford Mustang cabriolet, donc 2 places où les portes sont très très longues et très épaisses. Donc, je me dis, bon, faut pas que je tape le Urus, ça serait dommage de l'abîmer. Quand je vais sortir, je sors tout doucement de la place, je me faufile et en même temps que je me faufile, j'entends le Urus qui bip et le propriétaire qui arrive. Et là, justement, j'ai une petite fille qui arrive pour rentrer dans la voiture. Et en fait, là, une petite fille de 10 ans que je reconnais directement parce que je l'ai tellement vue sur les réseaux sociaux, je l'ai vue lors du concert au Stade de France, que je reconnais directement Luna, la fille de Booba. Et je sais que le propriétaire de la voiture est en train de rentrer de l'autre côté. Moi, je suis côté passager. Et donc, directement, en fait, je lui parle en français. Je lui dis, attends, bouge pas ma puce. Je sors et après, je te laisse passer. Et je sais que je vais lever la tête par-dessus le Urus et que je vais voir Booba. À ce moment-là, je le sais déjà. Et du coup, je lève la tête et là, je le vois. Et en premier, il me regarde et il me dit merci en anglais d'avoir laissé passer sa fille. Ah, thank you, man, et tout. Et là, moi, je le regarde et je lui fais « Mais non, le duc !» Et donc, il me fait un sourire direct et il rigole. Et je lui dis ouais, « je peux venir te saluer ?» Et là, il m'a dit oui direct. Il me dit « Ouais, bien sûr, viens, bien sûr. » Donc là, je fais le tour de la voiture, je lui serre la main. Je vous cache pas, je vais pas faire le mec. Je tremble quand même un peu. Parce que c'est pas Dieu le Père, on est bien d'accord, c'est un être humain comme tous les autres. Mais c'est symbolique pour moi. Ça représente tellement de choses et c'est tellement improbable de le croiser cette journée-là. Après tout ce retard, après tous ces demi-tours et ces détours où j'avais rien à foutre dans ce quartier à cette heure-là, ce jour-là, c'était pas du tout le programme. Et du coup, j'arrivais pas à en placer une parce qu'il m'a posé 15 000 questions. Ouais, est-ce que tu vis ici? Il m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Il s'est vachement intéressé. Je lui ai expliqué que je faisais du marchand de biens, que j'achetais, que je divisais des terrains. Donc, j'arrivais pas à en placer une. Il me dit, l'immobilier, t'as raison, c'est plus safe qu'une carrière artistique. T'as raison. Il m'a demandé si ça marchait bien. Et il m'a félicité aussi. Et on a parlé de la situation de la France. Et j'étais choqué parce que j'étais en train de réaliser que le temps qu'il était vraiment en train de m'accorder 5 minutes, quoi, et qu'on était en train de discuter. Et que j'étais en train de discuter avec Booba. Et on a parlé de la situation justement de la France, à quel point en ce moment, politiquement, c'était catastrophique. Et il me dit, mais il faut que tu viennes habiter ici. En France, il n'y a plus rien pour nous. Et il me dit qu'il vit ici depuis 18 ans. Et donc, effectivement, il est parti en 2006, au moment où il a sorti l'album West Side. Et donc, il m'explique que ça fait 18 ans qu'il est là. Et là, je me rends compte que ça fait déjà au moins 3 ou 4 minutes que je parle à Booba, qu'il a sûrement pas que ça à foutre, qu'il est avec sa petite fille, il est en débardeur et je pense qu'il a dû ou l'emmener prendre un petit déj ou mais voilà, tu sentais qu'il était aussi dans sa journée, quoi. Et je commence à retrouver mes esprits et je me dis qu'il faut quand même que je lui dise que c'est mon artiste préféré depuis 25 ans. Donc je lui ai dit que j'avais charbonné comme un fou, que j'avais réussi à faire un petit patrimoine et à avoir aussi, moi aussi, ma petite place au soleil et que il y était aussi, d'une certaine façon, pour quelque chose avec tous ces morceaux inspirants qui m'ont motivé à me dépasser, à me bouger, que ça fait partie. C'est pas grâce à lui, mais ça fait partie de toute cette inspiration. Donc, je l'ai remercié pour l'inspiration, je l'ai remercié pour tout. Et je lui ai dit, c'est un beau cadeau de la vie de pouvoir me permettre de te le dire en face, que tu as joué un rôle aussi avec tout le reste. Donc, il m'a remercié. On a fait une petite photo et c'était juste incroyable, quoi. C'était juste incroyable. Puis je l'ai remercié aussi pour les 5 minutes qu'il m'a accordées parce que c'était une grande classe, je trouve. Alors qu'il était sur un parking, qu'il était en train de partir, qu'il avait autre chose à foutre. C'est vraiment un grand bonhomme, quoi. Et encore une fois, je me dis, c'est la loi de l'attraction. Comment vous l'expliquez, ça, autrement, si c'est pas la loi de l'attraction? Comment vous l'expliquez? C'est une ville de 80 000 habitants. 80 000 habitants. Hein. Je ne vous parle pas des touristes. Avec les touristes, je ne sais pas, on doit être à 300 000, j'en sais rien. C'est hyper grand. Comment c'est possible? Donc c'était ouf. Et encore une fois, ma fille, elle avait le souffle coupé. Quand elle est partie, elle me dit « Papa, c'était Booba ». Et elle a mis la journée pour s'en remettre. Et encore une fois, là où c'est la marque des grands, c'est qu'il m'a posé plus de questions que j'ai réussi à lui en poser. Il s'est vraiment intéressé à moi.
j'arrivais pas à en placer une. Tout ça pour dire qu'il m'a posé beaucoup, beaucoup de questions. Et j'ai encore une autre réflexion dont je voulais vous parler, c'est que, comme je l'ai publié en story sur Insta, j'ai un auditeur qui vit depuis 2 ans en Floride, qui s'appelle Benoît, qui est très sympa, qui avait croisé Booba en 2008, et il l'avait croisé en classe éco. Et voilà, Booba, il avait déjà du succès depuis l'année 99, où il était en indépendant, où il gagnait très très bien sa vie. Donc il avait 9 ans d'incroyables succès commerciaux derrière lui, et il voyageait toujours en éco. Et il avait parlé avec Benoît. Benoît m'a dit qu'il avait été super sympa. Il lui avait dit plein de choses, donc je ne veux pas tout révéler là. Mais il lisait L'Alchimiste de Paulo Coelho, Booba. L'Alchimiste qui fait partie des livres qui sont derrière moi. Et donc voilà, c'est fantastique. Et encore une fois, ça, de voir Booba qui a 48 ans, qui va sur ses 48 ans, qui a une réussite incroyable et qui part de rien. Alors bien sûr, hein, c'est une star de la musique. Il n'est pas là pour rien. J'ai réfléchi en le voyant que moi qui suis personne qui ne le connaît pas, je crois qu'entre les albums, les NFT, les places de concert, j'ai dû lâcher dans ma vie 1000 balles à Booba. Donc des gens comme moi, il y en a des milliers, des centaines de milliers peut-être. Donc il a une fortune qui doit être colossale. De ce que j'ai vu sur Internet, ça peut être estimé entre 55 et 65 millions d'euros. Donc c'est une fortune qui est énorme. Mais de voir qu'après 10 ans de succès commerciaux, il voyage encore en éco, ça me fait dire que les choses prennent du temps. Et il y a une des adresses de Booba qui était connue de sa première maison, si je ne dis pas de bêtises, qu'il a vendue en 2014. C'est une maison qu'il avait achetée pour 1,5 million d'euros, qu'il avait vendue pour 4 millions. Et voilà, lui aussi, il a fait ses affaires immobilières, il a fait ses coups. La première maison qu'il a achetée, elle n'était pas à des dizaines de millions. Je ne sais pas où il vit aujourd'hui, mais je pense que c'est dans des villas qui sont dans ces prix-là. Mais voilà, encore une fois, les choses prennent du temps. Donc, faites confiance au processus, rassurez-vous. Je sais parfois c'est long, je sais parfois c'est chiant, mais voilà, un pas après l'autre, on avance. Et c'est la leçon que j'ai tirée de ça. J'ai pris ça comme pour être honnête avec vous, un très beau cadeau de la vie, une très belle récompense que la vie m'offre, qui me montre encore une fois un signe que je suis sur la bonne voie, que je fais les choses bien, et c'est comme ça que je l'ai pris aussi. Rassure-toi tonton, rassure-toi Tony, t'es sur la bonne voie, les choses prennent du temps, et un jour, toi aussi, avec toutes les graines que tu as plantées, voilà, faut attendre que ça pousse, faut continuer d'arroser, bien sûr, mais faut attendre que ça pousse, et tu atteindras tes objectifs de patrimoine. Donc j'avais envie de partager ça avec vous, c'était hyper important pour moi parce que c'était un moment incroyable de ma vie. Faire cette rencontre-là, fortuite, de cette façon-là, je trouve ça fou. Et encore une fois, voilà, quand je vous disais, c'est pas pour dire venez en mastermind, mais venez en mastermind, j'avais très très peu de chance de rencontrer Booba à Miami. J'en avais encore moins de le rencontrer à Saint-Étienne. Et donc voilà, quand on a envie c'était une chance de le rencontrer à Miami, mais j'ai provoqué ma chance en allant là-bas. Alors j'y allais pas pour ça, mais ça a été la cerise sur le gâteau, quoi. Ça a été incroyable. Donc voilà, j'étais heureux de le partager avec vous. Je vais terminer ce podcast avec quelques petites leçons que j'ai tirées de ce voyage. La première leçon que j'en ai tirée, c'est que quand vous allez à Miami, il y a toujours plus grand, il y a toujours plus beau. J'ai vu des villas de millionnaires que j'ai trouvées absolument magnifiques, où je me dis, si un jour je vis dans une maison comme ça sera incroyable. Et c'est une maison qui devait faire peut-être 200 mètres carrés, j'en sais rien, ou 250. Et à côté, vous avez des maisons de 1500 mètres carrés, où cette petite maison-là, elle tient 3 fois dans la première. Donc il y a toujours plus grand, il y a toujours plus beau, il y a toujours plus cher. Et le secret du bonheur, finalement, c'est juste de savoir quand on en a assez. Et pour être honnête, pour avoir parlé avec Booba, je ne vais pas dévoiler l'intégralité de ce qu'on s'est dit parce que, voilà, j'ai pas envie de tout dire non plus. Mais de certaines de ses réflexions, par rapport aux gens avec qui il vit ou ses voisins, il fait partie peut-être des pauvres là-bas, lui aussi. Donc il y a toujours plus grand, il y a toujours plus riche. Et le tout, c'est de savoir quand on en a assez. Et je pense qu'aujourd'hui, je sais que le plus beau, pour moi, c'est encore et toujours la liberté. Et de ce point de vue-là, je sais que j'en ai déjà assez.
Et c'est chouette parce que j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce que j'ai. Ça veut pas dire que je veux pas plus. Ça veut pas dire que je vais pas chercher plus, mais je sacrifierai pas tout ce que j'ai construit pour tout perdre. Et aujourd'hui, je suis dans une partie où je me sécurise aussi. Je prends des risques parce que j'aime ça, mais je prends pas des risques inconsidérés. Et Miami, c'est donne une leçon d'humilité où même les plus riches sont toujours plus riches qu'eux. Il y a toujours un plus gros poisson. C'est sans fin. Et donc, le secret du bonheur, c'est savoir quand on en a assez. Et ça, c'est ce que m'a aussi rappelé Miami. La deuxième chose, c'est que là-bas, j'ai visité la Villa Vizcaya. Donc, c'est une maison qui est très connue à Miami, aux États-Unis. Elle a été construite par John Deering, qui était un industriel. Et c'est une maison qu'on peut voir, c'est la maison du méchant dans Bad Boys 2. C'est très célèbre à Miami. Il a fait cette maison quand il avait 52 ans. Donc c'est fantastique, mais il l'a pas fait à 20 ans, il l'a pas fait à 30 ans, il l'a pas fait à 40 ans, il l'a pas fait à 45. Il a dû attendre d'avoir 52 ans pour la faire. Donc encore une fois, les choses prennent du temps. Et malheureusement, il n'en a profité que 9 ans. Et au final, sa famille n'a pas pu l'entretenir. Et il a fini par la vendre. Enfin, sa famille, ses nièces, puisqu'il n'avait pas d'enfants, ont fini par la vendre à la ville de Miami. Et c'est encore une leçon que ça m'a donnée sur les dangers de léguer de l'immobilier. Trop grandiose, trop grandiloquent, qui rapporte rien. Puisque fallait voir comment c'était. C'est une maison qui est en forme de carré, avec une cour intérieure comme une hacienda, donc c'est ouvert aux quatre vents. Ça a subi les tornades, les cyclones, le sel de mer et tout, ça s'abîmait. Aujourd'hui, ils ont fait un grand dôme, ils ont fermé l'intérieur. C'est magnifique, mais c'est grandiose, hein, c'est incroyable. Mais si on lègue pas de l'argent avec pour l'entretenir ou une éducation financière, bah c'est pas bon de léguer de l'immobilier comme ça ou de laisser ça derrière soi, peut-être sans trop le préparer, parce que voilà, ça a fini en musée. Alors c'est pas grave, hein, ça profite du coup à beaucoup plus de gens, c'est très bien, mais peut-être que ça a commencé de ruiner ses héritiers, en tout cas ses deux nièces. Donc encore une fois, ça me conforte dans le fait que léguer de l'immo, c'est peut-être pas le mieux, qu'il faut peut-être parfois léguer du financier avec une éducation financière solide. C'est une des leçons que j'ai retenues de ce voyage. Il y a aussi une autre petite chose dont je voulais vous parler, c'est que en visitant la Villa Vizcaya, j'ai eu ce déclic que en français, quand on veut passer du temps avec quelqu'un, quand on consacre du temps avec une personne, on dit qu'on a passé du temps avec lui. Et en anglais, on dit spend some time. J'ai passé du temps avec la personne, on dit spend some time. Ce qui se traduit par dépenser du temps. Le mot spend, c'est dépenser, c'est pas passer. Et donc, ça nous prouve encore une fois la vision anglo-saxonne des choses. C'est que le temps, on le dépense. On le passe pas. Ça nous montre encore que le temps est rare et que l'argent est abondant. Et ça nous renseigne encore une fois sur la vision qu'ont les anglo-saxons de la vie et de l'argent qu'on n'a pas en Europe. Et c'est pas grave, puisqu'en Europe, on a plein d'autres qualités. Hein. On a du bon vin, on a du bon fromage, on a des belles montagnes qu'on ne trouvera pas à Miami Beach. Mais il y a du bon à prendre de partout. Et je trouve ça chouette, ce mot « to spend some time with someone », passer du temps, dépenser du temps avec quelqu'un, ça donne encore plus de poids au temps qu'on choisit de passer avec quelqu'un. Et justement, j'ai passé du temps avec quelqu'un pendant ces vacances, j'ai passé du temps avec ma fille. Ça sera le quatrième et dernier point que je voulais aborder avec vous. C'est que quand on a plusieurs enfants, passer du temps avec un seul de ces enfants, c'est vraiment chouette aussi parce que c'est du temps privilégié qu'on accorde juste à son enfant. Alors quand on a un deuxième enfant, hein, l'amour qu'on avait se divise pas en deux, hein, il se multiplie. On a 2 fois plus d'amour à donner, on aime ses enfants pareil, mais du temps, on n'en a que la moitié. Par contre, le temps, pour le coup, on le divise quand même entre les deux. Et repasser du temps avec un seul de ses enfants, c'est génial parce qu'on apprend encore plus à le connaître dans son individualité, dans sa personnalité. On développe encore plus de complicité. Et au-delà de tout ce que j'ai partagé avec vous dans ce voyage, il y a ce que je vais garder pour moi. C'est les souvenirs incroyables que j'ai créés avec ma fille et qu'on va garder toute notre vie. Ça vaut tout l'or du monde, ça vaut tous les voyages, ça vaut toutes les rencontres avec Booba. C'était juste incroyable. Donc, si vous avez plusieurs enfants, je vous encourage à passer du temps, parfois,
avec juste l'un ou juste l'autre, ou voilà, juste un des trois si vous en avez deux ou plus. Ça peut être juste une rando, un parcours de golf, un bowling, un cinéma, mais n'importe quoi, mais du temps avec un seul de vos enfants. C'est vraiment chouette aussi pour apprendre à le connaître en profondeur, pas juste comme vos enfants dans une globalité, mais votre enfant dans son individualité. Je l'avais fait avec la grande il y a 2 ans, je l'ai fait avec la plus jeune là, et c'était absolument fantastique. Donc voilà, j'arrive à la fin de ce long podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. J'ai passé un très bon moment. J'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous souhaite de passer d'excellentes vacances. Je vous retrouve ici dans 15 jours avec un nouvel épisode de Allô Tonton. Et d'ici là, je vous souhaite le meilleur. Et vous le savez, je vous souhaite, par-dessus tout, de vivre libre.